Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre. On sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce que... Il est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Éclipse. Cette semaine, je suis en compagnie de Arthur. Comment ça va, Arthur? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci. Et comme vous avez pu le lire dans le titre, nous allons parler cette semaine du dernier film de Paavo Choining Dorji, Le Moine et le Fusil. In other international news, Bhutan has just become the world's youngest democracy, with the kingdom's beloved 51-year-old monarch abdicating in favor of democratic reforms. « 2006. Le Bhoutan s'ouvre à la modernisation et découvre Internet, la télévision et la démocratie. Pour apprendre à son peuple à voter, le gouvernement organise des élections blanches. Mais dans le pays du bonheur national brut, où la religion et le roi importent plus que la politique, les habitants semblent peu motivés. Cependant, dans une province montagneuse reculée, un moine décide d'organiser une mystérieuse cérémonie le jour du vote et charge l'un de ses disciples de trouver un fusil. » Alors, bon, c'est pas un film exceptionnel, je trouve, c'est un film assez mou, puis qui traite de beaucoup trop de sujets pour pouvoir, je trouve, être vraiment intéressant, au point que voilà, quelques jours après le visionnage, j'ai plus forcément en tête parfaitement les différents personnages et les différents antagonistes du film. Je trouve qu'ils sont tous un peu fades. Au demeurant, il y a une très belle photographie. Le film est relativement joli à regarder, il se fait relativement simplement, mais je le trouve un peu naïf, un peu niais, surtout sur le personnage de l'américain. Enfin, il y a un personnage américain dans le film qui vient pour acheter un pistolet, qui est prêt à mettre de la thune monstrueuse jusqu'à 75 000 $ pour acheter un pistolet de collection qu'on trouve qu'au Bhoutan. Et je trouve que le traitement de ce personnage, comme de beaucoup d'autres personnages, est très caricatural, pas très intéressant, dans le sens où il est choqué que le moine lui demande une somme moindre que celle qu'il propose, etc. On est vraiment dans le cliché de l'américain qui découvre le tiers-monde. Et je trouve que c'est pas forcément bien fait. Au-delà de ça, le film est, comment dire, ça reste un pays comme le film Le Monde qui est ouvert donc à la culture étrangère, à l'internet, à la télévision depuis à peine une vingtaine d'années et qui commence à proposer des films internationaux, mais ça reste globalement assez médiocre. Dans le sens où tout semble survolé en fait. Je n'ai pas vu son précédent film au réalisateur, on m'a dit que c'était presque pire que celui-ci, mais je trouve que tout est survolé en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul moment où on a l'impression qu'il rentre vraiment dans le fond du sujet, l'internet n'est pas du tout mis en avant, le vote, bon, voilà, c'est là, c'est tranquille, il y a 3-4 personnes qui vont s'inscrire, tout le monde est content. Mais ça reste très limité. La quête du pistolet, on dirait plus du Grand Guignol, un peu absurde, un peu genre Laurel et Hardy. C'est pas très intéressant. Les quiproquos, les personnages qui se croisent, qui passent en voiture, qui passent plus en voiture. Enfin, on est vraiment dans quelque chose qui s'étire sur des détails et qui va pas dans le fond de ces sujets. Et le fond du sujet, ça aurait été possiblement le vote et la démocratie. Et à part voir 3 vieux qui disent « Non, mais nous, on s'en fout du vote, qu'est-ce qu'ils vont nous emmerder avec la démocratie ?» et 2-3 personnes qui votent finalement à la fin et qui sont contents, on revient très vite au côté traditionnel. Et je trouve qu'on n'est pas assez dans le thème pur du film, c'est-à-dire le vote et l'ouverture à la démocratie. Pareil pour la télé, à part voir James Bond sur des télés Samsung des années 90, on voit pas grand-chose de vraiment cette ouverture culturelle. On a l'impression qu'ils ont déjà toutes les technologies télévisuelles et journalistiques, alors que bon, ça reste balbutiant. Et là, on a l'impression que tout est fait
en l'espace d'une semaine. Voilà, le film manque peut-être d'une chronologie plus longue, peut-être sur une dizaine d'années, voir comment tout ça s'est développé, plutôt que là sur une partie très courte et beaucoup trop courte et beaucoup trop survolée pour être vraiment passionnant. Je vais revenir tout de suite parce que tu as dit que le fusil qui est recherché par l'Américain, c'est un fusil qu'on retrouve qu'au Bhoutan. Alors, c'est pas un fusil qu'on retrouve qu'au Bhoutan, hein, c'est un fusil de la guerre de sécession des États-Unis qui, pour une raison X ou Y, a terminé au Bhoutan. Ça, c'est pas expliqué la raison de pourquoi ce fusil est là à ce moment-là. Mais c'est bien un fusil américain, en fait, ce qui explique pourquoi le mec recherche ce fusil. Bon, c'est un détail, hein, c'est juste parce que voilà, je voulais en parler, d'autant que l'histoire tourne autour du fusil. Donc, moi, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis pas forcément d'accord sur ce que tu dis, notamment par rapport à la démocratie. Au contraire, je trouve que c'est vraiment un thème qui infuse tout le film. Évidemment, bon, c'est le thème principal du film, on va dire, avec la recherche du fusil, mais la recherche du fusil, je vais y revenir un petit peu plus tard, c'est un peu différent, mais vraiment, la démocratie et ses premières élections, et d'ailleurs ces élections blanches plutôt, sont intéressantes parce que ça montre, je trouve, plusieurs choses. Au contraire, c'est pas juste deux vieux qui parlent de la démocratie, on en parle quand même au départ. Il y a toute une galerie de personnages qui sont là pour organiser les élections et ils se rendent compte que finalement, dans ce petit village montagneux, ça va être un peu plus compliqué que prévu. Les habitants, voilà, ils sont assez peu intéressés, ils s'en fichent un petit peu. Lorsqu'il s'agit de s'inscrire, on va dire, sur l'équivalent de nos listes électorales, je veux dire, ils connaissent même pas leur année de naissance, en fait. Donc, c'est des mecs, genre, ils en savent rien. Quand on lui demande quand est-ce qu'il est né, le mec, il répond, oh, bah, je crois, il y a 50 ans, mais en fait, je suis pas sûr. Donc, on voit vraiment quand même les balbutiements de quelque chose. Et finalement, ça reste. Enfin, je trouve que c'est hyper intéressant de voir les balbutiements de quelque chose parce que j'ai pas vérifié l'âge du réalisateur. Je pense qu'il a vécu en fait justement cette arrivée de la démocratie. Et je dis pas que le film est réaliste, mais ça reste intéressant de voir un réalisateur qui témoigne de la naissance de la démocratie dans un pays qui ne l'était pas jusque-là. C'est-à-dire qu'en fait, pour être tout à fait exact, le pays est passé d'une monarchie absolue avec un roi hein, à une monarchie constitutionnelle. C'est-à-dire que il me semble, si je dis pas de bêtises, le roi est resté en place, mais derrière, effectivement, il y a eu un gouvernement qui est mis en place. L'autre chose qui est que je trouve intéressant par rapport à toute la démocratie, c'est aussi du coup les problèmes que ça apporte. C'est-à-dire que tu en as un petit peu parlé, mais derrière, il va y avoir des conflits. Déjà d'emblée, ce que j'ai trouvé très drôle et ce qui est un peu triste en soi, c'est qu'on leur demande de voter. Je me rappelle plus exactement les raisons pour lesquelles on leur demande de voter, mais il me semble que par exemple, les élections commencent et on dit vous allez devoir voter pour un candidat de couleur rouge, un candidat avec la couleur jaune, un candidat avec la couleur bleue. Lui, il est pour l'égalité, la fraternité, lui pour l'écologie et lui pour l'industrialisation du pays. Et toi, tu es là et tu te dis, mais attends, pourquoi moi j'irais jusqu'à choisir en fait ces trois. Enfin, on peut pas avoir les trois en même temps. Pourquoi je vote l'écologie, mais du coup, on n'est plus égalitaire entre nous. Je trouve que ça apporte un côté un peu. C'est très simplifié à l'extrême, mais en fait, ça fait vraiment gros cliché occidental ce que je vais dire, mais ça fait un peu remettre en question, toi aussi, ton rapport à la démocratie dans ton propre pays, quoi. Genre, c'est effectivement, tu te rends compte en France, en fait, quand tu votes pour quelque chose, tu votes, mais t'es pas forcément d'accord avec toutes les idées. Tu vois que tous les trucs sont parfois contradictoires, tu vois, et tu te dis, mais j'aimerais bien, moi, finalement, avoir un peu de ci, un peu de ci, un peu de ça. Pourquoi j'irais vraiment suivre 100% un programme ou pourquoi pas faire de concessions et là, c'est vraiment montré dans son truc le plus simpliste, le plus simplifié, parce que ça reste le balbutiement d'une démocratie. L'autre chose que ça implique là-dessus, c'est que qui dit choix dit conflit. Et un conflit en plus qui n'est même pas vraiment voulu par les habitants, un petit peu, parce qu'il y a un personnage qui va se mettre en conflit avec les habitants en disant mais non, lui son programme c'est de la merde, en fait il faut voter pour lui, il faut voter pour l'industrialisation du pays, c'est important pour la modernisation, etc. etc. Mais d'un autre côté, il y a aussi vraiment les organisateurs des élections qui vont jusqu'à faire comme si il y avait comme s'ils les entraînaient à faire des manifestations en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va prendre un clan d'un côté, un clan de l'autre. D'ailleurs, on sait pas trop vraiment si c'est des mecs de ce clan-là. Hein. C'est l'impression qu'ils ont été pris au hasard et qu'ils nous ont mis dans un groupe chacun. Et puis le mec, il est là, allez vous criez plus fort, on est pour la tribu jaune, enfin on est pour la couleur jaune. Et puis les mecs ils se mettent à crier, il fait non, vous criez pas assez fort, maintenant criez plus fort, faut être plus convaincu de ça. Et puis encore une fois, pareil, ça peut paraître cliché, mais ce que j'aime bien, c'est vraiment le contre-champ d'une vieille dame qui parle à un autre habitant du village, puis qui lui dit mais pourquoi on est obligé de s'affronter en fait, genre c'est pas comme ça que nous qu'on vit les choses, on n'a jamais vécu ça, genre on n'a pas envie de s'affronter comme ça en fait. Et pareil, je vais revenir là-dessus, mais d'un point de vue occidental, tu te dis mais ouais c'est vrai, pourquoi on s'en met plein la gueule. Alors bon, en France on va dire que c'est plus sensible comme sujet, mais c'est vraiment poussé à un niveau où tu te poses des questions, où effectivement pourquoi on vit dans un conflit permanent. Est-ce que la démocratie, le fait de devoir laisser le choix aux gens implique
forcément un conflit en fait. Est-ce que le conflit est inhérent à la démocratie en fait? Et je trouve que je dis pas que ça fait pas se remettre en question et c'est pas, tu vas pas avoir de grands bouleversements politiques et moraux en regardant le film, mais je trouve quand même que c'est plus ou moins intéressant. Pour revenir sur ce que tu disais de la quête du fusil, que tu disais que ça tournait sur le Grand Guignol, etc. Je suis d'accord. C'est vrai que c'est pas forcément le truc le plus intéressant, d'autant que c'est traité de manière très ambiguë, c'est-à-dire que ça commence, c'est un moine qui demande un fusil, tu sais pas pourquoi il le demande en fait ce fusil. En plus c'est très bizarre, lui il a un comportement presque douteux, je sais pas si c'est que moi, mais c'est vrai que en fait tu te poses des questions, tu te dis mais il va faire quoi avec ce fusil? T'en viens de demander si pourtant c'est un moine, si le mec va pas faire va pas faire une dinguerie quoi, avec le fusil, genre tout simplement un meurtre, un attentat ou un truc, parce que le mec il est hyper louche, il est hyper ambigu, il dit jamais rien. Et bon, après, voilà, c'est un ressort scénaristique qui est un peu forcé pour donner du suspense, mais il y a vraiment un côté très flou, très ambigu autour de ce fusil. Et le côté, justement, quiproquo, personnages qui se croisent et qui n'arrivent pas à avoir ce qu'ils veulent, notamment avec l'américain qui passe son temps à courir après ce fusil et qui, évidemment, on s'en doute à la fin, ne va pas l'avoir pour une raison que je dévoilerai pas, même si on s'en fiche un petit peu. Personnellement, j'ai trouvé ça très drôle parce que même si le personnage est plutôt maltraité, bah, le personnage est quand même plutôt mal aimable en fait. Il est pas très, il est pas très empathique. T'as pas franchement envie qu'il réussisse sa quête de récupérer ce fusil. Et le fait que à chaque fois ça lui échappe, à chaque fois qu'il lui arrive une tuile, à chaque fois qu'il est ci, à chaque fois qu'il est ça, finalement j'ai trouvé ça hyper drôle. Un détail que j'ai trouvé très drôle. Et je vais un peu raconter ma vie, mais c'est vraiment le détail de quand il est dans la voiture rouge là avec son guide ou qui l'aide à avoir son fusil là. Et genre en fait dans cette voiture il y a qu'une musique. Il y a qu'une musique qui tourne en boucle tout le temps pendant tout le film. C'est-à-dire que les mecs, dès qu'ils sont dans la bagnole, t'as qu'une musique. Et ça m'a beaucoup fait rire parce que quand j'étais en Mongolie, genre à un moment donné, voilà, on avait un chauffeur pendant 15 jours et le mec, il avait 3 chansons quoi. Et les chansons tournaient en boucle dans le truc. Et enfin, voilà, ça m'a rappelé ça. J'ai trouvé ça très drôle. Pour rebondir là-dessus, tu l'as dit, hein, la photographie est franchement jolie. J'ai trouvé ça très immersif. Pour le coup, c'est pas vraiment un cliché, mais on ressent vraiment ce calme, cet apaisement lors surtout des séquences en intérieur ou quand tu es voilà, dans les maisons, les choses comme ça, tu sens qu'il y a vraiment une sorte de paix quand la politique n'est plus là, quand les conflits ne sont plus là, quand tout ça est mis de côté, en fait, quand toutes ces nouveautés comme la télévision, Internet, quand toutes ces choses de la modernité sont plus là, et ben, il y a vraiment un calme, une sérénité, une paix qui est plutôt bien retranscrite et c'est très apaisant, très reposant en fait à regarder comme film. Il y a beaucoup de petits détails de culture qui sont disséminés par-ci par-là, comme ce détail du moine qui fait le tour d'une structure. À chaque fois qu'il passe devant, enfin voilà, il passe pas devant en fait. Dès que tu passes à côté, bah tu fais le tour et tu continues ton chemin. C'est par rapport à la religion, tu es obligé de faire comme ça. Et ça, c'est le genre de choses, bon voilà, c'est des petits détails, ils insistent pas là-dessus. C'est un très joli film. Après, effectivement, je dirais pas que c'est exceptionnel, hein. Je trouve que, comme tu l'as dit, comme tu l'as souligné, c'est meilleur que son précédent film. Alors, son précédent film, c'est L'école du bout du monde, qui avait fait plutôt parler de lui hein, quand il est sorti. Quand je suis allé le voir, j'avais beaucoup d'attentes et j'ai trouvé que c'était un film qui était encore plus grossier en fait dans sa mise en place des schémas narratifs, des choses comme ça. J'ai vraiment trouvé que c'était un film qui était écrit en pilotage automatique, un peu comme celui-ci, hein, mais je trouve que celui-ci prend un petit peu plus son envol, prend un peu plus d'ampleur que son précédent, qui pour le coup avait un petit côté émouvant sur la fin, mais que j'avais trouvé finalement avec du recul un peu décevant, même si c'était aussi d'un point de vue plastique, c'était également un très joli film. Moi, j'ai préféré Le Moine et le Fusil à L'école du bout du monde, dont j'ai pas gardé un super souvenir. Et pour terminer sur une chose que j'ai oubliée, tu as parlé tout à l'heure qu'il n'y a pas d'implication de la télévision ou d'internet, on en parle très peu, c'est vrai, je pense pas que ça soit le thème principal du film, cependant il y a quand même deux petits détails qui m'ont beaucoup fait rire et qui pareil te remettent un petit peu en question sur c'est un pays qui vient de voir l'apparition de cette télévision, qui n'est pas forcément une invention très ancienne chez nous, hein, mais qui commence à dater un petit peu. Et première chose, tout de suite on voit la jalousie et ou la fascination, l'admiration en fait des gens qui finissent par acquérir cette télé. Une des premières scènes du film, c'est un mec qui a acquéri une télé et t'as tout le village qui le suit comme si c'était un héros national parce que le mec a une télé. Et en parallèle, t'as un des futurs personnages du film qui lui est hyper jaloux. Genre il est là et il dit genre mais ça sert à quoi de l'acclamer à ce point-là? Moi aussi j'ai une télé et le mec sort sa vieille télé pourrie sortie de nulle part pour pouvoir regarder les spots télé juste parce qu'il a la haine que quelqu'un d'autre dans le village ait une télé. Enfin, bon ça montre
montre aussi ce côté. Je trouve que c'est intéressant parce que un problème qui est régulier, enfin que je trouve régulièrement, c'est vraiment ce côté tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on est très accueillant, comme s'ils n'avaient pas de défauts, qu'ils étaient jamais jaloux, qu'il n'y avait jamais de conflit. Et c'est quelque chose que pour le coup, c'est une toute petite nuance qui représente pas du tout la majorité du film, mais qui est plutôt agréable d'avoir un personnage qui est encore une fois pour le coup local, parce qu'il y a déjà l'américain, mais là c'est un personnage local qui est pas très gentil, quoi. Enfin, qui est vraiment, qui est un peu désagréable, et parce qu'il est jaloux, parce qu'il est un peu mauvais, parce qu'il est toujours dans le conflit. Et dernière chose sur la télé, et je vais peut-être te repasser la parole si tu veux rebondir sur deux trois trucs. Un truc que j'avais trouvé très drôle aussi, c'est tout le truc avec James Bond, où justement, bah, t'as le moine, il sait pas ce que c'est que ce truc, ils sont tous devant la télé, et lui il se pose, et le mec est fasciné. Et je trouve que ça dit tout, en fait, de l'impact de la télévision, l'impact que tu peux voir au Bhoutan, comme l'impact que tu peux voir en Occident, où vraiment, le mec, il est juste, mais il est absorbé par ce truc, et c'est même pas James Bond. C'est une bande-annonce. C'est une bande-annonce de Quantum of Solace. Ce n'est même pas le film, c'est rien. En fait, c'était l'impression que les mecs dans le film, ils regardent en boucle 3 minutes de la bande-annonce de Quantum of Solace. Et les mecs sont fascinés par ça. Et j'ai trouvé ça très drôle et en même temps un peu terrifiant, un peu désespérant même, parce que tu te dis, mais décidément, même, peu importe là où passe la télé, bah, ça cause cet effet-là, un peu d'abrutissement, d'aliénation en fait envers la population qui la regarde, même si derrière il va y avoir un petit pied de nez où le personnage en fait du moine qui d'abord a été absorbé par cette bande-annonce de 007 en fait, demande en échange de son fusil de collection à l'américain, il est prêt à l'échanger en échange de 2 AK-47 parce que c'est James Bond qui a un AK-47 dans Quantum of Solace, enfin dans la bande-annonce, et le destin de cet AK-47, et d'ailleurs ils en font explicitement référence, c'est par rapport à James Bond, j'ai trouvé ça assez rigolo. Et une dernière chose que j'ai trouvé très drôle par rapport à la démocratie, et du coup je conclurai là-dessus avant de te laisser la parole, c'est vraiment le fait que tu vois tout un film et des élections blanches, etc., pour qu'à la fin, ils décident de voter pour une couleur et ils se rendent compte à la fin qu'ils ont fait une erreur parce que la couleur pour laquelle 95% du village a voté est tout simplement la couleur jaune, qui est la couleur du roi et qui montre toujours cette fidélité au roi de ce village. Et ça donne vraiment l'impression d'avoir regardé un film qui traite d'un sujet et à la fin, c'est vraiment un tout ça pour ça que j'ai trouvé franchement savoureux, quoi. J'ai juste rebondir sur ce que tu as dit rapidement, parce qu'on va pas durer non plus éternellement. Tu as dit beaucoup de choses, j'en ai déjà dit pas mal. Mais moi, c'est tout ce que tu dis. Déjà, moi, ça m'a pas fait trop marrer sur l'américain qui veut acheter le flingue. Donc, c'est vrai que ça rend directement la chose un peu plus gonflante, en fait, et pas très intéressante. Et puis, c'est ce que tu dis, à chaque fois, ça rentre pas dans les détails. Ils ont le choix entre 3 couleurs. Bon, voilà. Mais il n'y a pas forcément de détails particuliers. Ça rentre pas dans le fond du sujet et des problèmes. Dans le sens où le film survole toujours, je trouve, tous les éléments que tu mets en avant sont là, hein, je suis d'accord. La vieille dame qui dit ce qu'elle dit, les gens qui sont pas forcément pour la démocratie parce qu'ils y voient pas trop d'intérêt. Finalement, le village fonctionnait très bien sans ça, mais ça va pas au fond des choses. Alors peut-être un point de vue occidental, je dis pas le contraire, mais je pense aussi que le film, c'est l'impression qu'il donne, est fait pour les occidentaux et pas forcément pour le Bhoutan directement. Il dit tous les petits détails culturels, tous les petits détails, comme tu le dis, sur la télé, etc. J'ai l'impression que ça a plus faire rigoler des Occidentaux, d'où le fait qu'il soit sorti en France, le film, parce qu'au demeurant, il n'est pas exceptionnel, plutôt qu'un film vraiment profond et intéressant sur les conditions du Bhoutan en 2006 et possiblement aujourd'hui aussi par le prisme de cette époque. Donc c'est ça qui me pose le plus de problème dans le film, c'est que finalement, c'est une comédie globalement lente et pas très passionnante sur une question qui est jamais développée. Donc la démocratie, qui je trouve n'est jamais développée dans le film. Après, pour revenir sur ce que tu dis, je pense que le film, il est distribué en France. Alors, il me semble avoir vu, mais là, je laisserai nos auditeurs se renseigner un petit peu plus si ça les intéresse, que notamment la France et les États-Unis ont un peu participé au financement du film. Donc, après qu'ils finissent par être distribués chez nous, ça me choque pas. Après, je suis pas du tout un expert de tout ce qui concerne la distribution, etc. Là-dessus, j'y connais franchement pas grand-chose. Donc voilà, mais ça me choque pas plus que ça. Puis alors, en plus, je pense que l'autre raison aussi, t'as certainement raison hein, dans ce que
que tu dis, hein, je dis pas. Mais une des raisons principales, c'est aussi parce que c'est un film du Bhoutan, tout simplement. C'est quand même un pays auquel on n'a pas l'habitude de voir. C'est sûr quand tu vas produire, enfin quand tu vas distribuer un film, quand tu vas dire bon c'est un film chinois, un film coréen, un film iranien, tu vas dire bon oui ok c'est très bien. Après c'est vrai que ça reste des pays, on a plutôt l'habitude, bon encore le film coréen c'est en train un petit peu plus de descendre, mais ça reste quand même des pays qui on a l'habitude en fait de voir des films qui viennent de ces pays-là, le Japon, le machin, tout ça c'est des grandes industries, enfin des grandes, je sais pas, mais c'est des industries du cinéma qui viennent régulièrement chez nous. Là, le Bhoutan, je veux dire, L'école du bout du monde, c'est certainement le premier film du Bhoutan qui a été diffusé en France. Enfin, j'en sais rien, mais moi j'en connaissais pas d'autres. Et celui-là, bah ça serait le deuxième, quoi, genre tout simplement. Et je pense aussi que tu peux faire une certaine une certaine publicité là-dessus, sur le côté un peu inédit. Vous allez voir en gros des paysages filmés par un réalisateur local sur son chez lui, etc., etc. Je pense que ça peut aussi jouer là-dessus. Mais t'as raison, après ça reste un film qui. Et d'ailleurs, maintenant que tu le dis, c'est un des défauts que je m'étais fait pendant le visionnage de L'école du bout du monde, en me disant, mais en fait, ça a vraiment une structure de film à l'américaine, quoi. Genre, il y a pas de, c'est pas particulièrement original là-dessus, c'est vraiment construit comme un film américain un peu lambda, et même d'ailleurs filmé un peu comme un film américain un peu lambda, au départ, du moins, après, une fois qu'ils arrivent dans ce fameux village du bout du monde. Le film prenait un petit peu plus son envol et te laissait un peu respirer avec effectivement ces jolis décors, parce que c'est vrai que mais c'est le côté facile, en fait, voilà, on te fait voir des jolies montagnes, des jolis paysages, des jolies plaines, des choses comme ça. Et puis, bah, du coup, t'es un peu dépaysé. Et puis, t'es content en tant qu'occidental. Bah, c'est comme si t'avais un petit peu voyagé, en fait. T'avais vu un petit peu du pays. Donc, voilà, je pense que c'est une des raisons principales aussi de la distribution en France. Puis voilà, de toute façon, en France, on sait qu'on essaye, en règle générale, de distribuer des films qui viennent de partout. On a plus ou moins cette chance. Après, bon, c'est pas, voilà, effectivement, je trouve que c'est pas un très grand film. Après, si vous voulez voir, je dirais pas quelque chose d'original parce que narrativement, d'un point de vue mise en scène, etc., même si du coup j'en ai parlé un petit peu avant, je trouve que ce film-là est un petit peu plus joli déjà et solide que L'école du bout du monde, d'un pur point de vue, on va dire, photographie, visuelle, plastique, etc. C'est pas très original, mais voilà, vous allez quand même voir voilà, les balbutiements de quelque chose qui chez nous paraît immémorial. On se rappellerait même plus de comment s'est créée la démocratie chez nous. Bah là, vous avez, on va dire, le témoignage d'un mec sur place qui peut être intéressant à regarder. Bon, toi, ça n'a pas été ton cas, moi qui m'a quand même vachement dépaysé et mine de rien, bah, j'en attendais pas forcément plus que ça et on va dire que j'en ai eu pour mon argent sur ce point de vue-là, quoi. Ouais, après, je finirai peut-être là-dessus, mais je déconseillerais pas aux gens d'aller le voir. Ça reste toujours plus intéressant et plus sympathique que la majorité des films hollywoodiens qui peuvent être proposés en grand public, et c'est dommage qu'ils sortent pas dans plus de salles d'ailleurs. Mais ça reste, même dans la forme, très, très trop classique, un peu survolé pour les sujets, et puis à part la photographie, j'en retire pas grand-chose, personnellement.